Oui, alors voilà, on s'est dit, tiens, réalisme et romantisme. Alors on va pas conceptualiser ces termes, mais c'était pour donner deux couleurs, comme ça, deux touches à deux voix, deux approches, deux gestes de cinéma, qui ne sont pas forcément contradictoires et qui peuvent aussi aller ensemble. Alors pour dire vite, pour introduire une démarche, une approche qu'on va dire réaliste, c'est-à-dire qui prend acte euh, de la possibilité, de la puissance enregistreuse du cinéma. Avant tout, le cinéma comme euh, scientifiquement, comme appareil capable de reproduire mécaniquement et analogiquement la réalité. Et donc, une possibilité d'empreinte, de témoignage, de, du monde. Voilà. Et que ça a peut-être une valeur anthropologique aussi, de juste regarder les choses apparaître et se manifester devant la caméra de façon phénoménologique, pour employer des grands mots. Voilà. Et puis une autre approche, un autre axe qui lui serait plus, on dit romantique, mais on pourrait dire lyrique, ou en tout cas formel, c'est-à-dire qui utilise les puissances d'expression du cinéma. La capacité réaliste, ce serait plutôt la capacité d'impression. Voilà, le cinéma imprime, mais le cinéma aussi, par ses différents moyens, que ce soit le montage, le dialogue, le son, les images, la musique, est capable aussi d'exprimer une intériorité, et là en l'occurrence des sentiments, que ce soit l'intériorité du cinéaste ou bien des personnages. Voilà. Donc on va un peu naviguer comme ça avec quelques extraits qui nous ont semblé tenir ces deux approches main dans la main. Et Et, et puis on va essayer d'en parler. Moi, avant tout, comme spectateur, voilà, avant de faire des films, ben, j'en vois. Et puis, en essayant un petit peu de raconter qu'est-ce que ça. Quelle liberté, quelles audaces ça ouvre quand il s'agit de soi-même faire des films. alors, on a choisi de commencer cette intervention par un extrait d'Umberto D, de Vittorio De Sica. Alors, c'est un film qui s'inscrit dans le néoréalisme italien. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est un courant cinématographique qui est né en Italie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec une volonté d'aller filmer au plus près des conditions réelles dans lesquelles vivaient les gens, dans lesquelles vivait le peuple italien, avec une double conviction, une conviction esthétique, l'idée que c'est dans la vie réelle des gens qu'on peut trouver la vraie beauté qu'il fallait chercher, et puis une conviction politique très forte aussi, qui est la volonté de rendre compte, de rendre témoignage des injustices de la vie réelle des gens pour changer les choses. Car le néoréalisme était aussi un mouvement cinématographique avant tout, bien sûr, mais c'était aussi un mouvement politique, très proche de la gauche italienne. Alors je dirais simplement que le néoréalisme a été très influencé par le cinéma de Jean Renoir dans les années 30, et à son tour, plus tard, a beaucoup influencé la nouvelle vague française. Donc il y a là une sorte de fil tendu comme ça, de passage de relais entre l'Italie et la France qui a marqué le cinéma pour plusieurs générations, jusqu'à aujourd'hui, je pense d'ailleurs. Et alors l'extrait qu'on a choisi, c'est donc un extrait d'Umberto D, film de Sica qui date de 1951-52 si je ne m'abuse. C'est la toute fin du néoréalisme. Et pour vous résumer très brièvement le film, il s'agit de l'histoire d'un fonctionnaire à la retraite qui a été ruiné par l'inflation de la guerre, de l'après-guerre, et que sa logeuse veut chasser de chez lui. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il n'arrive pas vraiment à payer son loyer, il a du mal en tout cas. Et la deuxième raison, c'est que la logeuse a envie de transformer son logement en bordel parce que, ben, ma foi, les passes, ça rapporte plus que ce vieil homme. Et c'est le personnage principal, c'est son histoire. Et puis il y a un personnage secondaire qui est un personnage de jeune servante qui est un peu dans l'embarras aussi, puisqu'elle est tombée enceinte et que si sa patronne le sait, elle a beau être une maquerelle, elle va la chasser de chez elle. Et en plus, le père n'a pas très envie de reconnaître l'enfant. Voilà. Et l'extrait intervient à peu près après 30 minutes de film. Et dans cet extrait pour la première fois, on découvre véritablement la jeune servante. On la voit vivre dans un moment banal, quotidien, mais qui est en même temps un moment extrêmement émouvant, pardon. Et on va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà. Sì, date pure.
San Martino della Battaglia 14, terzo piano, presso Bellone. Grazie, grazie. Alors, si on a choisi avec Michael de vous présenter cet extrait, c'est parce qu'il s'agit d'un moment dans le film qui est à la fois un sommet de lyrisme,
c'est-à-dire d'expression des sentiments des personnages, enfin en l'occurrence du personnage, et d'appel aussi à l'émotion du spectateur, et en même temps un sommet de réalisme. Et l'un ici ne va pas sans l'autre. Alors d'abord un sommet de lyrisme. Alors je pense que si cette séquence est si touchante, en particulier lorsqu'on a vu le film en entier, c'est par un effet de structure, c'est-à-dire que cette séquence arrive alors que l'on a découvert dans les 30 minutes précédentes la détresse du personnage principal, seul, vieux, malade, sur le point d'être expulsé, et la détresse de ce personnage secondaire que l'on découvre pour la première fois. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que De Sica a ménagé à ce moment-là du film une sorte de pause, de rupture dans le récit. C'est-à-dire que si vous coupez cette scène-là du film, eh bien, le film restera parfaitement compréhensible. Il n'y manquera strictement rien. Cette séquence est entièrement suspendue par rapport au récit, suspendue par rapport à la narration. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si émouvante, parce que c'est comme si le cinéaste nous ouvrait à nous spectateurs un espace vide, une sorte de béance dans laquelle on peut projeter tous les sentiments qu'on a accumulés en regardant le film. Et il y a là, je trouve, une très belle confiance, en fait, de la part de De Sica dans le spectateur, une grande générosité de la part de De Sica envers le spectateur. C'est en quelque sorte au spectateur ici de faire son film, de ressentir l'émotion dans cette parenthèse, dans ce suspens du récit que De Sica nous ouvre. C'est le premier élément. Il y a un deuxième élément lyrique, c'est bien sûr la musique. La musique qui vient tout doucement, qui est plutôt discrète, qui progressivement emplit la séquence. Elle fait affleurer bien sûr l'intériorité de la jeune fille. Elle est l'expression de ses sentiments. Mais c'est aussi la mémoire du film. Parce que cette musique, elle intervient régulièrement dans différentes séquences, notamment dans des séquences touchantes, émouvantes. Et c'est comme si cette musique convoquait, évoquait tous les moments importants, émotionnels qu'on a vus dans le film. Et elle est condensée dans cette séquence qui pourtant est une séquence de la vie ordinaire, complètement, comme je le disais, en suspens du récit. Et puis enfin, un dernier élément lyrique, c'est bien sûr le jeu de la comédienne, du personnage. Mais ce qui est absolument remarquable ici, c'est que dans cette séquence, il s'agit d'un jeu qui est vraiment très retenu, très tenu. À vrai dire, il ne se passe quasiment rien, si ce n'est quelques larmes à la fin. Mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais ça suffit pour les raisons que j'ai dit précédemment. Et en même temps, donc, un sommet de lyrisme dans le film, et ce sommet de lyrisme est un sommet de réalisme. Et le premier réalisme ici, c'est avant tout, je crois, celui du temps. C'est-à-dire que De Sica filme une série de petites actions, peut-être même que le terme d'action est trop fort, de petits gestes, de petits gestes absolument banals, et il les filme sans ellipse. C'est-à-dire qu'on va la voir, cette jeune fille, faire son café, gratter une allumette, aller chercher de l'eau, etc. Et cette absence d'ellipse, cette absence de coupure dans ce qu'elle est en train de faire, crée un sentiment d'un plan séquence, c'est-à-dire d'un filmage continu. Et ce plan séquence, alors que par ailleurs la scène est très découpée, mais cette sensation de plan séquence donne, je trouve, fait ressortir la sensation d'un temps qui s'écoule, d'une durée. Et il y a là, me semble-t-il, un ancrage extrêmement fort dans ce qui est la réalité première du cinéma, mais ce qui est la réalité première de nous tous, à savoir l'ancrage dans l'épaisseur du temps. C'est une forme de réalisme extrêmement forte, je dirais première. Il y a un critique très important qui s'appelait André Bazin qui a dit que c'est peut-être dans ce film que De Sica est allé plus loin dans ce qui pourrait être un cinéma réaliste quant à la représentation du temps. Donc voilà, ça c'est le premier ancrage extrêmement fort dans le réalisme, dans le concret. Il y a un deuxième ancrage qui est celui du corps, c'est-à-dire que De Sica montre cette série d'actions banales sans ellipse, cela fait ressortir le temps, mais cela fait ressortir aussi le corps, la présence physique de cette jeune femme, parce que ces actions sont totalement dénuées de toute valeur, disons, narrative, n'apportent rien à l'action, mais ils sont aussi dénués de toute valeur symbolique. Il n'y a pas de sens caché à chercher dans les allumettes qu'elle gratte au mur. En revanche, ces gestes, filmés avec une telle minutie, avec une telle attention, font ressortir sa présence, font ressortir son visage, font ressortir ses gestes, font ressortir son regard. Et je trouve, évidemment, quand on prépare une intervention, on revoit les extraits, on revoit les séquences, et ce qui me frappe à chaque fois, c'est que quand je vois cette séquence-là, c'est que quand je la revois, je ne vois plus l'actrice, je ne vois plus le personnage qui est interprété, mais je vois vraiment une jeune femme qui est filmée dans sa présence, dans son visage, dans son regard.
Et ça vient en quelque sorte au-delà ou en deçà du récit et donne sa beauté et en même temps son ancrage extrêmement réaliste dans la scène. Et il y a enfin une dernière forme de réalisme qui est extrêmement forte. C'est généralement celle-là qu'on met en avant lorsqu'on parle du cinéma néo-réaliste, lorsqu'on parle de De Sica. C'est le réalisme dans le rendu des lieux et des objets. Ici, il y a un certain nombre de partis pris, de mise en scène, de réalisation, qui font que les lieux et les objets qui sont manipulés sont très présents. La lumière qui diffuse, la profondeur de champ qui est totale, on voit tout et pas seulement le personnage qui est au premier plan. Le parti pris de ne pas ellipser l'action, qui permet de voir comment le personnage se déplace, et donc de mesurer tout simplement la taille de cet appartement, et en quelque sorte de se déplacer avec le personnage. Et de cela, on peut faire deux interprétations. Il y a une première interprétation qui est assurément juste, c'est l'interprétation sociologique. C'est-à-dire qu'on peut voir ce film comme une sorte de documentaire, de quasi-documentaire, sur les conditions de vie, en l'occurrence les conditions de logement des classes, disons, populaires dans l'Italie de l'après-guerre, totalement ruinée par la guerre et par le fascisme. C'est certainement vrai, puisque, encore une fois, le néo-réalisme a une ambition de porter témoignage. Mais on peut y voir quelque chose de beaucoup plus radical, un geste beaucoup plus radical, qui consiste à dire qu'en réalité, les conditions matérielles d'existence, l'endroit où on vit, les objets qu'on manipule au quotidien font tellement partie de la vie qu'ils se confondent, qu'ils font corps avec le personnage. Et que donc filmer un personnage et filmer le lieu où il habite, le lieu où il vit, c'est en réalité la même chose. Il n'y a pas un personnage d'un côté et de l'autre un décor. Le personnage et le décor, si le décor c'est là où il vit et comment il vit, c'est la même chose. Je sais pas si... Je te remercie. Ce qui me touche dans la séquence, c'est aussi que c'est un personnage secondaire, voilà, qui apparaît très peu dans le film, et je trouve qu'il y a là une forme de grand humanisme, de grande générosité du cinéaste, d'un coup que la narration bifurque, et qu'il n'y a plus de scénario là, on est juste... Non, Et on est avec ce personnage, et comme c'est un personnage secondaire, qu'il n'y a plus de scénario, qu'il n'y a plus de narration, c'est un être humain en soi. Et je trouve que quand elle pleure, bien sûr, elle pleure parce qu'elle s'inquiète, elle est enceinte, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle pleure aussi à cause du temps qui passe. Elle pleure sur sa condition humaine, d'une certaine façon. Et ça vient à cause du temps. Et ce que j'adore, c'est cette idée merveilleuse, je sais pas, de petits jeux juste d'enfance, avec le pied, essayer de rabattre la porte comme ça. Et c'est comme s'il y avait toute son enfance, et qui n'est pas si loin, parce que c'est une très jeune fille, qui se rappelle à elle dans ce petit geste, ce petit jeu, et enfance qu'elle est en train de perdre, puisque sans doute il va falloir qu'elle devienne mère. Voilà. Et c'est ça que je trouve bouleversant, avec aussi le détail de la mise en scène, qui est à la fois, là, en effet, encore réaliste et lyrique. On va passer à un deuxième extrait, c'est un extrait de Lola de Jacques Demy. C'est en 1961, c'est le premier long métrage de Jacques Demy. Juste pour vous dire que Jacques Demy, avant, avait fait des courts-métrages, notamment des courts-métrages documentaires. On l'associe beaucoup aux couleurs des stations-service ou de la place de Demoiselle de Rochefort. Mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé dans ses jeunes années, ses années d'apprenti cinéaste, notamment aux côtés de Georges Rouquier, qui est un cinéaste documentariste très célèbre, au petit métier, aux gestes. Et donc il a une attention comme ça, documentaire, ethnographique, au monde. Et c'est pas que on chantonne en faisant des gâteaux. Et donc c'est son premier long métrage. Il se trouve qu'il voulait faire une comédie musicale en Technicolor. On lui a dit t'es gentil Jacques, mais non, ça sera en noir et blanc et il n'y aura pas de chanson. Il n'y en aura qu'une. Voilà. Donc il dit bah c'est pas grave, on va le faire quand même. Et donc c'est Lola. Donc on est 10 ans après Umberto D. Là l'extrait qu'on va vous montrer c'est au bout de 20 minutes. On a découvert donc le personnage éponyme joué par Anouk Aimée qui est chanteuse et danseuse dans un cabaret, et aussi celui qui a l'air d'être plutôt le personnage principal, même si le film s'appelle Lola, qui est le personnage de Roland Cassard, qu'on retrouvera plus tard dans les Parapluies de Cherbourg, et qui est joué par Marc Michel, voilà, qui joue dans Le Trou de Becker. Il vient de rencontrer une jeune adolescente accompagnée de sa maman dans une librairie, et cette adolescente veut absolument apprendre l'anglais, et il lui a dit, ils se sont donné rendez-vous pour qu'il lui offre un dictionnaire qu'il a par devers lui, et donc le film démarre là au bout de 20 minutes. Voilà. Enfin, l'extrait, pardon, démarre.
Dictionnaire. Et il était là ce matin. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Ah, le voilà. Like, likely, likeness, ressemblance. Carson City. Salt Lake City. C'est marrant. Je suis chômeur. Ça vous étonne? Non, mais vous voyez, je suis fauché. J'ai plus un sou. Vous pouvez pas me prêter? Hein? Tenez, et je suis bonne. J'ai faim. Donnez-moi une galette. Beurre? Évidemment. Alors vous êtes là? Je vous avais pas vu. C'est joli ce que vous faites. C'est une marine. Alors, il est revenu, votre fils? Non, ce n'était pas lui. Et pourtant, je vous assure, j'en aurais donné ma tête à couper. Heureusement que vous l'avez pas fait. Vous voyez, sans tête pour peindre des maris, ce serait pas commode. Oh, ce qui est bête. J'ai pris une grande décision. Je vais partir. J'étais au cinéma cet après-midi. J'ai vu un film avec Gary Cooper. C'était pas mal. C'était beau, les gens avaient l'air heureux. Où ça? Au 14 ans. Je vous demande pas dans quel cinéma, je vous demande dans quel pays. Ah, le pays, Matareva. C'est une île du Pacifique du côté de Tahiti. Au cinéma, c'est toujours plus beau. Quoi? Au cinéma, c'est toujours plus beau. C'est la vie, c'est pareil. Non, Comment non? non. Ici, on ne sait pas vivre. Moi avec mon directeur, et vous avec vos galettes et vos ivrognes. Et vous, vous savez vivre? Je pense que ça s'apprend. En voyageant. Pas spécialement, chacun se débrouille. Pour moi, c'est le seul remède à mon mal. Quel mal. L'ennui. Vous devriez vous marier. Et avoir beaucoup d'enfants. Si vous aviez 6 gosses à nourrir, vous n'auriez pas le temps de vous ennuyer. Je pense qu'il est inutile d'insister, vous comprendriez pas. Nous sommes trop bêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dictionnaire. Non, Jeanne sait vivre, elle. Avec ses croûtes, elle arrive à tuer le temps. Des croûtes? Vous appelez ça des croûtes? Excusez-moi. Des œuvres. Avec vos œuvres, vous arrivez à tuer le temps. Mais j'ai pas d'œuvre à produire, moi. Je suis paumé. Complètement paumé. Et je m'emmerde. Monsieur Roland, Je vous demande pardon. faites de la musique. Et Thérèse, Comme la musique finit depuis longtemps. avez-vous des amis? Moi, j'avais un copain, Poicard, il s'est fait descendre. Il avait mal tourné. En somme, tout va bien. Vous cherchez vraiment à partir? C'est possible? Peut-être. Monsieur Favigny, le marchand de chaussures, est venu hier. Il cherchait quelqu'un. Vous savez, moi, les chaussures... Laissez-moi parler. D'ailleurs, il est sûrement trop tard. Il y avait aussi une histoire de coiffeur, mais j'ai pas très bien suivi la conversation. Tu t'en souviens, Jeanne? J'écoute, moi, je ne fais pas semblant. C'est sérieux? Je crois. Vous demanderez à un certain monsieur Valentin, chez Roger, le coiffeur du passage Pommeret. Mais de la part de monsieur Favigny, le marchand de chaussures. Vous connaissez monsieur Favigny? Peut-être bien. Mais vous savez, moi, la coiffure, c'est comme les chaussures. Ah, celui-là. Allez-y, vous verrez bien. Eh bien, dites donc, vous ne pourriez pas faire attention? Excusez-moi, je vous ai pas fait mal. Non, mais vous auriez pu. Roland! Pardon? Roland, tu ne me reconnais pas? Cécile! Roland! Oh, c'est fou. Ah, ça, par exemple. Je t'ai pas fait mal, au moins. Oh, penses-tu? C'est trop drôle, tu ne me croirais pas, j'ai pensé à toi ce matin. Je parlais de toi tout à l'heure. J'ai rencontré une petite fille qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Autrefois, parce que t'as changé. Tu ne peux pas savoir quel effet ça me fait. Tiens, je tremble. Si, si, je te jure. Oh, j'ai comme un frisson. Je t'embrasse, je suis trop contente. Oh, attends, je te mets du rouge. Ah, ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vus. Plus, depuis la guerre. Après, on a dû se rencontrer un jour, comme ça, très vite. Mais c'est tout. Oh non, je t'aurais pas reconnu. Ah, toi, tu n'as pas changé. Tu trouves? Si peu, tu sais. Tu vas par là ou par là? Parce que moi, je vais Par là. par là. Ah. Yvon, viens ici. Alors, j'avais envie de parler d'abord de la part euh, directement réaliste, on va dire, de l'extrait, et qui prolonge ce qu'on a vu tout à l'heure dans Umberto D, notamment par la grande attention aux lieux. Voilà, les séquences sont extrêmement ancrées, et c'est valable évidemment dans l'extrait, mais aussi à l'échelle du film.
Le film se passe à Nantes, les lieux sont nommés, c'est dit plusieurs fois dans le film, et c'est une ville que connaît évidemment très bien Jacques Demy, puisqu'il y a grandi, et il fait pas semblant que c'est une bulle de fiction, c'est-à-dire que le passage Pommeraye existe pour de vrai, donc il y a comme des référents documentaires, et d'ailleurs les fenêtres sont filmées, on dit borgnolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas assuré une lumière qui puisse être accord tout le temps. Les fenêtres sont grandes ouvertes et au risque d'une lumière surexposée, extrêmement crue, et on voit passer dans la rue les passants, les vélos, etc. Donc il y a une attention comme ça au dehors, au monde autour de la fiction, qui est un souhait de Jacques Demy, puisque c'est même au risque de l'erreur technique. C'est Raoul Coutard qui fait l'image, il en avait vu d'autres. Et donc il y a vraiment ce souhait que ça soit ancré quelque part précisément. Et d'ailleurs, les lieux aussi sont nommés. On nomme les lieux qu'on voit sur la carte, on nomme l'île dont il est question. Donc encore une fois, c'est un référent réel. L'attention documentaire, elle passe aussi par les gestes, les détails, la mise en scène. Elle est extrêmement attentive au déplacement des personnages, toujours très fluide. Il y a une grande scénographie, une chorégraphie des gestes, mais toujours avec un petit détail, un personnage qui s'appuie sur un tabouret, on va prendre un café, il mange, etc. Y compris dans les dialogues, on parle aussi de la nourriture, les galettes au beurre. Enfin, il n'a pas peur d'être trivial, ce qui ajoute une forme d'ancrage réaliste. Et pour la part, on va dire, plus formelle, plus ouvertement lyrique, et dans ce cas-là précisément romanesque, j'ai surtout envie de parler pour cet extrait du rapport au dialogue et au jeu des comédiens. Par exemple, le fait de voir un personnage parler tout seul, c'est quelque chose d'assez rare au cinéma, comme si c'était une forme d'intériorité projetée, et souvent dans les films, la parole, elle est censée être brève, avoir une forme d'efficacité narrative ou psychologique ou en lien avec l'action. Là, la parole seule, elle est en roue libre, d'une certaine façon. Elle n'a pas d'autre but qu'elle-même. Et bizarrement, alors que, je sais pas vous, mais vous, moi, ça m'arrive très souvent de parler seul, je ne pense pas être totalement dingue, mais c'est quelque chose finalement que le cinéma n'enregistre pas. Parce qu'aussi, le cinéma montre peu, souvent, des personnages seuls, et je pense que c'est pas un hasard si on a montré deux séquences aussi, où l'extrait d'avant, le personnage est aussi seul chez elle, comme si c'était une forme de secret. Donc évidemment, l'expression de l'intériorité est plus forte dans cette solitude-ci. Mais dans la façon qu'a de jouer Marc Michel, cette façon de parler tout seul, on a l'impression qu'il est un peu en représentation, comme si le cinéaste aussi n'était pas dupe, on n'est pas en train de regarder par le trou de la serrure, et il nous montre ça un peu comme une scène de théâtre. On se représente en train de jouer, et je trouve que aussi dans le café, il y a cette idée de la petite scène de théâtre. Les personnages forment comme un petit chœur, chacun est très typé, vient dire sa phrase, et il y a une forme d'archétype aussi des personnages qui a à voir avec le théâtre et la littérature, et le cinéaste n'en est pas dupe, et nous non plus, comme spectateurs, y compris dans la façon de faire avancer la fiction. C'est-à-dire que quand elle dit à un moment donné, la patronne du café, ah tiens, il y a cette histoire du marchand de chaussures, et ça va être le prétexte pour aller voir une histoire un peu louche, on passe pas 3 heures à éventuellement chercher une annonce, découvrir le truc, de façon a priori plus réaliste. On énonce les choses de façon extrêmement frontale, rapide, avec beaucoup de vigueur. Il y a une forme de vitalité narrative, voilà, qui se montre, ce qui est aussi une forme d'expression de la forme. Voilà. La forme se montre à ce moment-là, aussi comme, je pense, au théâtre, à la littérature, mais presque aussi à la bande dessinée. Il y a quelque chose qui est tellement rapide, il y a une forme de ligne claire que je trouve très nette. Voilà. Et on fait des allusions au cinéma, on joue avec la complicité du spectateur. C'est une manière de dire, on est au cinéma, vous regardez du cinéma, amusons-nous ensemble. Souvent dans les films, on fait comme si le cinéma n'existait pas. C'est-à-dire que nommer des œuvres cinématographiques, ou même des œuvres littéraires, etc., ça vient perturber parce que ça renvoie au savoir ou à la connaissance ou à la culture de chacun, et possiblement ça sort de l'histoire. Or, dans la vie, les gens, ils parlent pas forcément de tel chapitre de Proust, mais ils parlent de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu, etc. Donc il y a aussi finalement
ce volontarisme presque, parce que c'est une référence très claire à Bout de souffle. Quand il parle de Poicart, c'est le personnage joué par Belmondo dans À bout de souffle qui sort pendant le tournage de Lola. Donc c'est un hommage à son ami Godard et aussi à un mouvement auquel Jacques Demy est en train de participer. C'est aussi une façon de ne pas être seul, dire que là, voilà, à ce moment-là, on se serre les coudes aussi. Mais c'est une façon de nommer le cinéma. Et puis il parle de Gary Cooper, il dit j'ai été au cinéma, etc. Donc il y a aussi la forme cinématographique qui se nomme littéralement. Et au niveau du jeu, ce que je trouve passionnant dans cet extrait, c'est que aussi, à la fois, chaque personnage a sa petite partition, et en même temps, on montre qu'on joue. Et donc, il y a une forme de friction, et d'accident, et de rapidité, et d'amour des acteurs, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses, voilà. On les nivelle pas dans une forme de jeu a priori réaliste, ou naturaliste, ou conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a des formes de pics, y compris dans les voix, les accents, et en particulier avec le jeu d'Anouk Aimée, qui peut paraître extrêmement artificiel, et la post-synchro en rajoute, parce qu'on a l'impression que les voix, comme ça, flottent au-dessus des corps, et qui arrivent en contraste, en très fort contraste, avec le jeu de Marc Michel, qui lui est beaucoup plus intérieur, retenu. Donc c'est ça dont je voulais parler dans cet extrait, je ne sais pas si tu vois d'autres choses. Non, je crois que tu as tout dit. Et aussi, quand je disais que le film n'est pas dupe sur la façon de faire avancer l'histoire, c'est-à-dire, et c'est aussi dans son rapport à la convention. Et je trouve qu'il y a une forme d'équilibre parfait entre, on met en scène, tout ça paraît extrêmement naturel et vivant, et en même temps, on sait qu'on est en train de raconter une histoire. Par exemple, la rencontre, soi-disant fortuite, par hasard, j'ai l'impression qu'ils font le job, c'est-à-dire qu'elle baisse les yeux, ils se cognent, et en même temps, on n'en rajoute pas des caisses, on a tous envie qu'ils se rencontrent. Donc voilà, donc on va les faire se rencontrer. Donc il y a un rapport à la convention qui, moi, me touche, parce que je les vois. Tu as parlé tout à l'heure de théâtre, je pense que c'est Ouais. très juste, parce qu'au théâtre, quand on est au théâtre, on voit bien qu'on est au théâtre, ça ne nous empêche pas de croire à ce qui se passe sur scène. Tout à Et fait. bien là, il y a cette même forme de complicité qui est développée, c'est-à-dire on est au cinéma, on sait bien que tout ça c'est du faux, mais ça ne nous empêche pas d'y croire, d'y prendre plaisir. Il y a une volonté de ne pas essayer de faire croire et de faire croire au spectateur. On est au cinéma, on joue avec le cinéma, et on le montre. On le montre par des allusions, on le montre par un découpage, on le montre par toute une série de choses qui font que le spectateur est complice, et non pas dupe en quelque sorte, si on peut dire. Et ça n'empêche pas une attention à tous les détails qui rendent ça Complètement. extrêmement vivant et libre et incarné. Et je terminerai sur cet extrait sur la part thématique intensément romanesque. Pour moi, Lola, c'est un film vraiment séminal, mais aussi avant tout pour ce que ça raconte. C'est-à-dire que cette idée des hasards, des vies potentiellement gâchées, des promesses non tenues, de la crainte vertigineuse de passer à côté de sa vie, c'est un imaginaire extrêmement romanesque, littéraire, et le cinéma, comment dire, poursuit une tradition romanesque qui vient, on va dire du 19e, et l'affirme haut et fort. Et d'ailleurs, les dialogues sont frontaux, littéraux, c'est-à-dire, il parle de l'ennui, il dit est-ce que je vais rater ma vie, je sais pas quoi faire de moi. Et d'ailleurs, de dire tout de suite je suis chômeur, ça se fait jamais ça au cinéma. C'est-à-dire que on le verrait, alors à l'époque il n'y a pas forcément Pôle emploi, mais il faudrait que le spectateur devine qu'il doit s'actualiser, etc. Non, là il arrive dans le café, il dit je suis chômeur. Vous voyez, il y a une forme, et ça on vous dit de pas le faire souvent, parce que Ce qui est beau, c'est que ça donne une forme d'efficacité à la narration, Mais parce pour le qu'on coup, peut, oui. on peut dire les choses tout de suite et frontalement. On n'a pas besoin de tourner autour et du oui, pot. c'est ça que je trouve extrêmement vigoureux Mm. et qui a une grande de vitalité formelle dans la façon de dénoncer les choses, y compris sur le contenu du film, même s'il est extrêmement mélancolique. C'est-à-dire que la mélancolie, c'est ça qui est merveilleux chez Demy, voir le désespoir n'empêche pas, voire finalement oblige à une forme de vitalité, sinon on crève. Donc il y a cette idée de... Et c'est pour ça aussi qu'elle est un peu faux-folle, papillon, Anouk Aimée, c'est parce qu'elle sait le gouffre, peut-être, de rater sa vie ou du désespoir. Donc, pour vivre, il faut faire la faux-folle. Il y a une forme comme ça de choses qui me touchent terriblement aussi dans le jeu des acteurs, parce que c'est un rapport existentiel au monde, en fait. Voilà. Voilà. Alors là, on a choisi un extrait en couleur. Donc en couleur, et ça parle. Alors, tu peux te présenter le film, parce que c'est un film qui t'a beaucoup marqué. Oui, c'est les amis de Gérard Blin. Gérard Blin, il est connu comme acteur, notamment il apparaît dans Les Mistons
un court-métrage de François Truffaut, puis après, il devient très célèbre. C'est une star hein, en France quand il fait Le Beau Serge et les cousins de Claude Chabrol à la fin des années 50 et au tout début des années 60. Et il est aussi allé travailler aux États-Unis. Il joue notamment dans Atari de Hawks. Et donc il a fait des films dans les années 70 comme réalisateur. Au total, il a fait un peu moins de 10 films comme cinéaste. Et c'est un cinéma qui est assez peu montré. Moi, j'avais découvert ce film-là. Il y avait une rétrospective au Reflet Médicis il y a une quinzaine d'années. J'avais tout vu et c'est un peu des films qu'on se passe comme un secret. Voilà, parce que euh, on est plusieurs à les trouver bouleversants. Et ça, c'est son tout premier film. Voilà, je le dis aussi parce que le rapport au premier film n'est pas qu'anecdotique. Et c'est le début du film. C'est le début du film. L'ouverture. Une première classe. Bah qu'est-ce que tu fous, on te voit plus. Bah tu sais, je suis assez pris en ce moment, un petit rôle dans un film. Oh c'est con, on vient monter une équipe de foot, t'aurais pu jouer avant-centre. Je regrette, c'est pas possible, j'ai pas le temps. On s'entraîne le soir. Mais je peux pas, si je fais ce rôle-là, je pars la semaine prochaine pour un mois. Alors tant pis, bah passe nous voir un soir d'entraînement. Hein D'accord, je passerai. Allez, salut. Salut. Oh non, non, non. Paul, attends, il y a du courrier pour ta mère. Ça m'évitera de monter. Voilà, Paul. Il a l'air bien, ce petit. Qu'est-ce qu'il fait? Du théâtre, je crois. C'est prêt, Paul.
Donc on a choisi cet extrait d'abord parce que c'est un très beau film qui nous a beaucoup touché. À vrai dire, moi je ne le connaissais pas, c'est Michael qui me l'a fait découvrir et ça a été vraiment une découverte immense. Donc on a un peu l'impression de jouer les passeurs en montrant ce film, en espérant que vous aurez envie de le voir. Je précise qu'il est disponible sur YouTube gratuitement. Il existe en DVD aussi. Voilà, il existe en DVD aussi. Alors, il y a une première chose qui est très intéressante dans ce film, c'est la manière de construire un personnage, de construire un enjeu narratif. Ce que vous avez vu là, c'est le tout début du film. Hein. On a juste coupé le générique au début où il y a juste les noms, il ne se passe rien. Et là, le cinéaste livre d'emblée, suggère d'emblée très fortement, en tout cas, quel sera l'enjeu central de la narration. Et cet enjeu central de la narration, c'est l'ambition, plus exactement l'aspiration du personnage qui s'appelle Paul, du jeune personnage qu'on vient de voir, à quitter sa classe sociale, disons populaire, pour entrer dans la bourgeoisie, dont il porte déjà le costume. Et cette aspiration, alors elle est suggérée à travers sa trajectoire. On le voit passer des beaux quartiers, des quartiers bourgeois, vers les quartiers populaires où il habite. Et on comprend que le costume qu'il porte, qu'il a sur le dos, était un costume d'emprunt, un costume de théâtre en quelque sorte, qui correspond à son aspiration, mais pas à la réalité. Mais on le voit aussi, on le voit surtout à travers une série de petits gestes, de micro-gestes, le soin qu'il prend de ses vêtements, bien sûr, le fait de prendre un billet de première classe dans le métro, le regard admiratif sur la Rolls, peut-être le fait de refuser de jouer avec ses camarades de quartier, le soin qu'il prend aussi de sa chemise, on devine qu'il n'en a qu'une, elle doit être très précieuse pour lui. Et ce qui est intéressant là, c'est que cette manière de camper un enjeu qui va animer tout le film, elle se passe comme ça par petites touches, par l'action, par des petits gestes. Et non pas, comme c'est généralement le cas, en assignant au personnage un objectif, qu'il s'agisse de braquer une banque ou de faire une conquête amoureuse. Et cela a une conséquence très forte, c'est que ça rapproche beaucoup le film de ce qui pourrait être quasiment une chronique, une tranche de vie, avec par conséquent une ouverture très grande au monde qui sont traversés par le personnage, en quelque sorte par construction. Et le paradoxe de cette manière de construire un film, c'est que c'est un film qui préserve beaucoup plus la surprise d'une certaine manière qu'un film à suspense, dans le sens où, comme l'objectif du personnage est très vague, à vrai dire, il n'en a pas vraiment, il y a juste une aspiration, on ne sait jamais dans ce film ce qui va se passer. Il peut vraiment tout s'y passer littéralement à chaque séquence, y compris et surtout peut-être le plus ordinaire, mais qui arrive d'une manière toujours inattendue. Donc cette manière de construire le personnage, de construire ce qui le fait avancer en quelque sorte, elle est très singulière, en tout cas très minoritaire dans le cinéma, et elle a pour conséquence, comme je disais, une très grande ouverture sur le monde qui est filmé à travers le personnage et sur l'instant. Alors, comment est-ce que Blin ici filme ce monde auquel, par des partis pris de structure, il ouvre son film? Eh bien, il y a à la fois un parti pris très formel, surtout dans le découpage, dans la manière de découper les plans. Les plans sont, d'abord c'est très découpé, il y a j'ai compté 15 plans simplement pour le cirage de chaussures. Ensuite, il y a des changements d'axe à 180 degrés, il y a des cadrages qui sont vraiment très frontaux, puis tous ces cadrages sont aussi très picturaux. Et il y a là une influence extrêmement forte, revendiquée, assumée par Blin, qui est celle de Bresson, et en particulier de Pickpocket de Bresson. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un plan, il ne s'agit pas de faire croire qu'on a en quelque sorte prélevé, volé sur le réel. Au contraire, il s'agit d'en affirmer l'artifice, mais d'en affirmer l'artifice pour condenser le regard sur un visage, sur un geste, sur un objet qui sont importants pour la narration. C'est en quelque sorte le premier parti pris qui apparaît très fortement dans cette séquence. Il y en a un deuxième ici qui est celui du lyrisme, mais qui est ici un lyrisme qui est avant tout un lyrisme de la couleur, enfin de la lumière déjà d'abord, c'est-à-dire qu'il y a un très beau soleil, une lumière très chaude comme ça qui irrigue tous les plans littéralement et qui donne beaucoup de joie à ce qu'on est en train de voir. Il y a un lyrisme de la couleur aussi, c'est-à-dire qu'on a une véritable petite symphonie de petites touches de couleur. Alors ça va être les chaussettes jaunes du personnage, ça va être le parasol rouge, ça va être les vêtements bleus des gens qui traversent la rue. Et tout ça, également, ça participe également de ce sentiment d'énergie et de joie que l'on peut ressentir en découvrant le film. Et puis enfin, il y a bien sûr la musique.
Moi, quand j'ai vu la première fois le film, quand j'ai entendu cette musique, j'avais vraiment l'impression d'une Rolls qui traverse la campagne en fleurs, enfin quelque chose comme ça. Ça donne un côté très estival, très détendu, très joyeux comme ça. Et, euh, et je dirais que ici, ce qui est important, c'est que on est face à un cinéma qu'on pourrait qualifier de romantique. C'est-à-dire que l'extérieur, en l'occurrence cette ville rendue joyeuse par la lumière, par la couleur, par la musique qui accompagne le personnage, eh bien l'extérieur ici traduit l'intérieur. Un personnage qui est très énergique, qui est très curieux, qui est très jeune, qui est très dynamique, qui a beaucoup d'aspirations. L'extérieur traduit l'intérieur et l'intérieur traduit l'extérieur. Parce que le personnage est joyeux, la ville est également joyeuse. Et oui. Juste sur le personnage, je trouve qu'il y a une forme aussi de rapport à l'abstraction qui passe aussi par le casting. C'est-à-dire qu'il y a une forme de statuaire grec qui ne sont pas du tout des physiques actuelles. Et je trouve que ça c'est très choisi et que ça abstractise notre rapport au personnage et ça donne une forme comme ça de grande pureté. Oui. Et rien n'est vraiment naturel dans ce film, on peut le dire. C'est justement pour ça qu'on a choisi l'extrait, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un film que la plupart des gens qualifieront de formel, c'est-à-dire où on voit le cinéma encore une fois en train de se faire, et en même temps c'est un cinéma qui, pour les raisons que je commence à évoquer, est un cinéma qui est très attentif au réel, très attentif à ce qui va advenir, très attentif à l'instant présent. Et par exemple, il y a un plan que je trouve très marquant dans le film. C'est lorsque le personnage rentre chez lui et qu'il s'apprête à traverser la cour. On a quitté les beaux quartiers, on arrive dans les quartiers populaires, c'est un peu gris, c'est massif, les fenêtres sont toutes pareilles les unes aux autres, et pourtant il y a de la lumière, il y a de la couleur, il y a des enfants qui jouent, et c'est une manière d'anoblir, voire de transfigurer en quelque sorte les espaces qui sont traversés, sans pour autant leur enlever la moindre caractérisation sociologique. Bien au contraire, c'est un peu comme si à travers tous ces partis pris formels, il amenait notre regard à être encore plus attentif à la réalité, y compris ici à la réalité sociologique qui est très importante, puisque le film va tourner autour de la question de classe et de classe sociale. Oui, et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une forme de dignité et de noblesse filmée chez les pauvres, qui n'est pas du... Alors bon, évidemment, le film date des années 70, mais qui est quand même extrêmement rare et qui n'est pas du tout actuel. Il faudrait souvent que les pauvres parlent fort, là on parle pas, il y a quelque chose, on en rajoute donc forcément dans le côté sinistre, gueule cassée, et là je trouve que d'avoir choisi un personnage qui porte beau comme ça, il y a une forme encore plus violente du sentiment d'injustice, voilà, de classe. Qui ne passe pas en tout cas par les codes du réalisme habituel. C'est un film qui parle de classe sociale et qui est en même temps aux antipodes de ce qu'aujourd'hui on appellera un cinéma réaliste ou naturaliste. Alors, on va pas citer de nom, mais c'est Pardon. Et non, pour terminer, on va vous montrer un extrait, enfin le tout début de mon film précédent qui s'appelle Sur le départ. C'est un moyen métrage et c'est un film que j'ai intégralement tourné dans ma ville natale, qui est Mont-de-Marsan dans les Landes. Et donc là, c'est le tout début du film. J'en dirai quelques mois après, mais juste vous dire que comme là, ce début aussi, il y avait le souhait de ne pas être, même si pourquoi pas, il y a de très beaux films aussi qui sont comme ça, de ne pas être in media res, c'est-à-dire de ne pas démarrer tout de suite dans l'action, mais comme s'il y avait un besoin, en tout cas pour ce film-ci, et à ce moment-là, de voir la ville se préparer à accueillir la fiction, comme s'il y avait besoin d'un socle documentaire, d'un très fort ancrage avant que l'histoire puisse démarrer. Donc voilà, c'est le tout début de Sur le départ.
Juste quelques mots sur le désir, la nécessité de construire ce début de film ainsi, déjà avec du temps, comme si effectivement la fiction, ça n'allait pas de soi, presque qu'elle se méritait, et que j'avais besoin de rendre des comptes au réel en le montrant dans plein de ses aspects, comme des cartes postales, plein d'endroits comme ça de la ville qui sont montrés, et presque aussi comme au théâtre, je sais pas moi, des régisseurs qui viendraient montrer les toiles qui oubliaient un peu sur le plateau, et c'est avant les trois coups. Voilà, avant qu'on ne démarre, il fallait montrer tout ça, où c'est que ça allait se passer pour qu'enfin on puisse démarrer, avant que les personnages deviennent faire littéralement, chacun, l'un après l'autre, leur entrée, de façon revendiquée, ou en tout cas clairement affirmée, et que se forme un petit chœur de personnages qui va faire ce concert. Voilà. Et je pense que le rapport aussi au chœur, à la musique, pour moi est très important aussi dans cette forme de lyrisme. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas seuls, ils sont vus, il y a des témoins, et un peu comme un chœur au théâtre qui vient commenter l'action, qui vient regarder. Voilà. Donc je pense qu'il y avait aussi le désir de non pas forcément célébrer, mais en tout cas de montrer de façon assez frontale quelque chose qui est ni beau ni laid, une forme de chose moyenne, en tout cas pas fastueuse, pas totalement atroce non plus, même parfois un peu sublimée, peut-être par la lumière, et qui a une forme d'attention au banal, parce que c'est l'étoffe de nos vies, finalement, enfin, en tout cas de la mienne, et de beaucoup de gens que je connais, et que s'il y a célébration, elle vient de la célébration du simple fait que la chose soit existante. Et le simple fait que c'est existant, c'est ni bien ni mal, c'est ni beau ni moche, mais juste ça est, donc c'est intéressant. Et le cinéma a aussi, je crois, pour fonction d'enregistrer cette chose qui se manifeste dans cet ordinaire-là, et que c'est pas une raison pour ne pas essayer de le montrer avec les moyens du cinéma qui peuvent utiliser donc la musique, la lumière, etc., avec quand même un désir de beauté. Et donc juste pour lancer la projection de L'Amour debout, vous dire que dans l'histoire, là, les personnages portent le nom de leur instrument, donc il s'appelle pas Bernard ou Martine, mais il s'appelle piano, clarinette, violon. Et donc celui qui joue la clarinette s'appelle Clarinette. Il va partir à Paris et il quitte là son ami piano, et le film se passe sur une douzaine d'années, entre l'âge de 18 et 30 ans. À chaque fois que celui qui est parti, donc Clarinette, revient à Mont-de-Marsan, et c'est toujours les retrouvailles entre clarinette et piano au début de leur vie d'adulte. C'est-à-dire qu'on ne montre jamais la vie de Clarinette à Paris. Voilà, et je vous dis ça parce que peut-être que L'Amour debout, le film suivant, est venu du désir de filmer cette image manquante, c'est-à-dire
c'était quoi la vie, c'était quoi le hors-champ de clarinette de celui qui est parti. Voilà, pour lancer un petit peu la projection de l'amour debout. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non. Voilà. Avec toutes ces pistes un peu en tête, on pourra aussi évidemment en reparler à l'issue de la projection si vous le souhaitez. Voilà, merci à vous, merci de votre attention.